Hey! Est-ce que ça remarche? J'ai l'impression que c'est réparé. Je crois que j'ai tout réparé. Je crois que j'ai tout réparé. Je crois que j'ai tout réparé. Est-ce que vous me confirmez que vous me voyez, que vous m'entendez de nouveau? Oui, c'est bon. Bah écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Voilà. Vous m'entendez, vous me voyez, c'est génial. Bon, et c'est très simple en fait. Vous savez que pour ceux qui sont avec moi depuis quelques jours, depuis que je suis à la montagne, que en fait je ne stream pas avec la fibre, que je ne stream pas avec ma box, hein, puisque en fait quand je suis arrivé ici dans l'appartement que je louais, eh bien la box était vraiment d'un autre âge et je stream avec mon téléphone portable. Voilà, donc j'ai fait des réglages en début de semaine, ça se passait très très bien. Et en fait, donc tout a craché. Et en fait, j'ai vu que mon téléphone était passé en Edge, les amis. En Edge, pas en 3G, pas en 2G. Il était en Edge. Tu m'étonnes que ça crache. Voilà. Donc c'est ça qui s'est passé tout simplement, pour une raison que j'ignore, pas pour un dépassement de forfait, parce que normalement il me reste encore un petit peu de place. Voilà. Ah, Edge c'est 2G, ok, j'ai encore dit n'importe quoi. Oh là là, le craquito, quand je veux me la jouer techno, je dis tellement n'importe quoi. Heureusement que vous êtes là. La bonne nouvelle, c'est qu'on est repassé en 4G. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il s'est passé un truc à la montagne, là, je sais pas. À mon avis, il y a un skieur tout chousse qui a dû louper un virage et qui s'est pris un pylône, je vois que ça, une antenne, voilà, et ça a dû. C'est mon analyse hein, sur le moment. Moi, je crois que c'est ça. Hein, c'est à mon avis quelqu'un qui allait au-delà de ses limites sur une piste de ski. Il faut faire très attention à ça. J'espère qu'il était casqué. Il est sorti, il a raté sa sortie de piste et il a emplafonné une antenne en fait hein, de 4G. Je vois que ça. Voilà. Certains me disent à l'instant, avec le vaccin, le fameux vaccin Covid 5G, ça n'arrivera plus. On l'attend tous bien sûr avec impatience. Bon, euh, on y retourne. Désolé pour ce petit crash, ça n'arrive pas souvent. Mais voilà, du coup, il y a plein de gens qui sont partis, c'est bien normal. C'est pas un problème. Ils vont peut-être revenir. Euh, Allons-y, on continue avec la presse régionale. Ici, du coup, on a perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Je suis avec vous jusqu'à 11 heures ce matin. Qu'est-ce qu'il y a à la une de la presse en région? Regardez, regardez, cette polémique rugby dont nous parlions tout à l'heure fait la une. C'est la une du Midi Libre, le 15 de France hors jeu, hein, avec ce match France-Écosse, destination reportée. Un 16e cas de Covid au sein de l'équipe, c'est énorme. Il y a une enquête interne qui a été réclamée par le ministère des Sports. C'est chaud cette histoire. On verra de quoi il retourne dans le Parisien et dans l'équipe. Je vous le disais, donnez-lui sa chance. À qui? Pas au 15 de France. Eh bien, c'est la une de Nice Matin. Quelqu'un me disait, est-ce qu'on parle de Nice Matin? Oui, ce matin. Bah regarde, oui, donnez-lui sa chance. À qui? Au vaccin AstraZeneca, puisque ça y est, il arrive. Hein, il peut être maintenant délivré euh, injecté par les généralistes à une partie de la population hein, euh, et d'un certain âge souffrant de comorbidité. On y va doucement puisqu'on n'a pas assez de doses, sauf que eh bien, certains ne font pas confiance à ce vaccin qui ne serait pas aussi efficace que les deux autres qui étaient déjà présents en France, notamment moins efficace contre les variants. Voilà. Donnez-lui sa chance. Euh, Donnez-lui sa chance, titre ce matin, Nice Matin, à propos de ce vaccin AstraZeneca. On aura l'occasion d'y revenir. Continuons, la presse en région. Hop, la une de Ouest France, sans surprise, le grand quotidien de l'Ouest sur ces 20 départements surveillés. Une vaccination encore accélérée. Personnellement, j'aimerais bien qu'elle accélère encore un petit peu plus. Oui, ok, d'accord. Le populaire du centre se penche sur le fléau des impayés. Alors pas les impayés des sociétés, même si c'est un fléau aussi. Hein, vous savez, parfois les grosses entreprises qui mettent énormément de temps à payer leurs factures aux petites, ce qui met en danger leur santé économique. Non, là on parle du fléau des impayés, des pensions alimentaires. En la matière, il y a du nouveau, hein, vous le savez peut-être. Environ 30% des foyers bénéficiaires d'une pension alimentaire rencontrent des difficultés pour encaisser l'argent. Bon, comprenez que souvent, monsieur, puisque c'est souvent du mari dont il s'agit, eh bien, ne paye pas ou pas souvent, ou avec de retard sa pension alimentaire, ça met en difficulté la maman et les enfants qui attendent le versement de cette pension. 30% sont concernés en Haute-Vienne, des foyers qui touchent une pension alimentaire. Il y a du nouveau, on en a déjà parlé ici. La CAF et la MSA proposent depuis peu à toutes les familles un système de recouvrement et d'intermédiaires qui redonne du souffle aux parents victimes d'impayés. C'est la loi qui a changé récemment. C'est une loi qui a été votée par le Parlement, dont on n'a pas assez parlé à mon sens, parce que c'est une bonne chose. Continuons.
La presse en région. Ok. D'accord. Je ne vous montre que les choses nouvelles par rapport à ce qu'on s'est dit déjà. Voilà. Bah, Sud-Ouest résume bien, en fait, en 3 mots. Je trouve que Sud-Ouest résume bien là où on en est aujourd'hui de la crise sanitaire. Depuis hier, beaucoup de spécialistes nous disent, bon, c'est le mois de mars, hein, qui va être compliqué. Hein, il faut tenir jusqu'au printemps, nous dit le Sud-Ouest. Voilà. Les variants sont là, c'est ce que les épidémiologistes redoutaient. Les variants sont là, principalement anglais, mais aussi sud-africains en France. Et il va falloir tenir jusqu'au printemps. Pourquoi jusqu'au printemps? Parce que là, on espère qu'une proportion plus importante de la population sera vaccinée, et puis que, comme l'an dernier, eh bien, le retour de la chaleur, de la douceur, eh bien, fasse refluer l'épidémie. C'est ce qui s'était passé en tout cas l'an dernier. Donc, mois de mars, hein, quelqu'un disait hier, mois de mars pourri, hein, sur le front de la crise sanitaire. Confirmation ici avec cette une de Sud-Ouest. Quelqu'un à l'instant dans le chat disait, tous les 3 mois, on nous dit qu'il faut tenir 3 mois. C'est pas faux, c'est pas faux. Hop, la une du Télégramme. Alors, pas tellement sur le premier titre. Brest n'a jamais eu autant d'étudiants, mais pour des articles que j'ai trouvés à l'intérieur du Télégramme de Brest, que je vais vous chercher tout de suite. Voilà. Hop. Ici. Regardez. Bon, ça, c'est assez étonnant. J'ai trouvé ça ce matin dans le Télégramme de Brest, en feuilletant le Télégramme, alors que j'étais à la recherche d'un autre article. Il existe de l'ostéopathie pour les vaches. Ouais, et c'est très sérieux. Regardez cette vétérinaire là, qui est en train de faire une séance d'ostéopathie auprès d'une vache. 600 kilos l'animal quand même. Elle aide les vaches à retrouver l'équilibre. C'est quand même assez étonnant. Manipulation longue et physique pour Elsa Louvet, vétérinaire, c'est son nom. Elle est ostéopathe bovine. Voilà. Alors c'est pas du tout un poisson d'avril, notamment parce qu'on est le 26 février. C'est très sérieux. Elle a 32 ans. Et elle propose, cette jeune vétérinaire, une alternative à la médecine traditionnelle, sans médicaments ni anti-inflammatoires, pour soulager certains maux des bovins. Elle est installée au Sillon, dans le 44, en Loire-Atlantique. C'est pas une vache de François qui était avec nous tout à l'heure, qui cherchait l'amour, a priori. Donc quelqu'un me pose la question dans le chat. Voilà, donc là on a une vache qui marche difficilement, et après une séance d'une demi-heure, la noiraude, donc c'est le nom de la vache peut-être, ce qui n'est pas très original, rejoint le troupeau. A priori ça a marché. Donc la jeune véto, oui je sais, là, les accusations contre l'ostéopathie, certains parlent de pseudoscience. Alors, je ne suis pas un spécialiste des questions médicales, mais je sais qu'il y a autour de moi, j'ai des gens qui sont très pratiquants de l'ostéopathie, puis d'autres pas du tout, hein, qui pensent que ça ne marche pas. Alors je ne vais pas trancher. Ah, c'est une race, la noiraude? Non, ensuite, j'ai encore dit n'importe quoi. Je pensais que c'était son nom. Il n'y avait pas un dessin animé où la vache s'appelait la noiraude? La noiraude à l'appareil. La noiraude à l'appareil. Oh, c'est vieux ça. Vous êtes trop jeune. Vous ne connaissez pas. La noiraude à l'appareil. C'est une vieille série d'animation. Vous connaissez tellement pas ça. Oh oui, je l'ai trouvé. Je vais essayer de trouver ça. Vous connaissez la noiraude à l'appareil? Je vais essayer de trouver ça sur... C'est que sur Facebook, c'est pas possible ça. On va aller sur YouTube. On va quand même trouver un truc tout simple. Voilà. Ah, la noiraude. C'était kitsch. Voilà. Allô docteur, c'est une vache qui est toujours malade en fait. Excusez-moi. Alors, ça marche ou bien? Voilà, je vous passe la pub. Je vais vous mettre ça. La noiraude à l'appareil. Toc. On y va. Hop. Si je vous mets ça, normalement, vous pourriez la voir. Oh là là, c'est magnifique, ça marche. Tac. Regardez. Mélangez pas de son. Oh non, Samuel, pourquoi il n'y a rien qui marche ce matin? Ah. C'est ça, la noiraude. Allô? Allô? C'est la noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Bonjour, docteur. La noiraude à l'appareil. Bonjour la noiraude. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Docteur, je voudrais être une biche. Pas possible la noiraude. Pourquoi une biche? Je voudrais vivre dans un conte de fées.
Il n'y a jamais de vaches dans les contes de fées. Et c'est pas juste. C'était ça, Noiraude, c'était super mignon, voilà. Ça a l'air un peu kitsch comme ça, mais en fait c'était vraiment sympa. Noiraude, voilà. Bon, pardon pour ce pas de côté, dont je suis coutumier. J'aime bien faire des pas de côté. Donc ostéopathie, je voulais parler de l'ostéopathie sur les vaches, et me voilà avec un débat dans le chat sur l'ostéopathie pseudo-science. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis. Moi, je ne me fais pas manipuler, ni par les pouvoirs économiques, ni par les pouvoirs politiques, ni par les ostéopathes, donc j'ai pas d'avis. Mais en tout cas, je vois qu'il serait temps que j'organise un débat sur la question. Ok, c'est noté. Pas de débat là-dessus, ça c'est une super initiative. Regardez cette jeune femme, elle s'appelle Colline Le Boulaire. C'est une jeune bretonne qui souffre d'endométriose. Hein, je pense que vous connaissez la maladie qui a été médiatisée, il était temps depuis quelques années. Donc cette jeune femme qui souffre de cette maladie, confrontée aux pires difficultés pour s'habiller sans souffrir, eh bien, a créé une boutique en ligne qui s'appelle Endo, plus loin Closet, pour ceux qui sont intéressés, Endo Closet, pour proposer des vêtements adaptés aux contraintes de cette maladie, l'endométriose donc. Le point sensible nous explique l'article du Télégramme de Brest, c'est le ventre qui ne doit pas être comprimé. Alors du coup, parmi les pièces que cette jeune femme sélectionne, il y a des vestes qui cachent le ventre, il y a des pantalons qui sont extrêmement élastiques, des jeans avec une taille en jersey extensible. Voilà, tout un vestiaire finalement adapté. Et elle a ouvert sa boutique en septembre, bravo à elle. Les retours sont très positifs. Des femmes m'ont dit que cela leur avait changé la vie, qu'elles ont repris goût de s'habiller. Bravo mademoiselle. Voilà. Et je vois beaucoup de réactions dans le chat de gens qui me disent, de femmes qui me disent, et de jeunes femmes qui me disent qu'elles sont concernées. Voilà, quelqu'un vient de mettre le site Endo Closet dans le chat si vous êtes intéressé. Voilà. Bravo à cette jeune femme. Colline Le Boulaire. Hop, donc ça c'était le petit passage par le Télégramme. Finissons la une de la presse en région parce qu'il est temps que je passe à la presse nationale. Je suis très bavard ce matin et en plus, comme on est passé sur mon téléphone de la 4G à Edge tout à l'heure, évidemment, ça nous a fait perdre un petit peu de temps, bien sûr. Ok. Un dernier titre sur la crise sanitaire en région avec Var Matin, une dose, jeu de mots, une dose de répit puisque certes des départements sont sous surveillance renforcée, mais on attend les décisions, les éventuelles mesures dans les prochains jours. Voilà. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite dans la presse nationale. Les amis, hop, je reviens ici. Je ne vous avais pas montré la scène. Pardon, je n'avais pas montré la une de Var Matin. La voici, celle dont je parlais. Voilà. Bon ben, on a craché tout à l'heure. Du coup, on a plein de gens qui nous ont quittés, mais les gens reviennent doucement. Donc, on a vu la presse régionale. On va maintenant aller feuilleter la presse nationale, plus précisément lire les articles que je vous ai présentés brièvement tout à l'heure. Mais d'abord, il y a quelque chose de plus important encore que l'actualité. Et les habitués le savent, c'est la pause. Je le vois dans le chat. C'est la pause café. Allez, une petite musique du café, parce qu'il y a aussi la musique du café qui va avec. Bon café à tous, bon thé, bonne tisane, bon chocolat, bon matcha, tout ce que vous voulez. A tout de suite. Ah, mais ça fait tellement de bien. Ah, vous savez quoi, je vais aérer parce que ici, il n'y a pas de chauffage dans cette chambre, mais on est plein soleil, donc c'est juste hyper chaud. Et je vais en profiter pour vous montrer à nouveau la vue, parce que c'est quand même topissime. Voilà. À défaut d'avoir une connexion Internet super stable. Ah, quel kiff quand même. Voilà. Allez, aérons-nous ensemble. D'ailleurs, moi aussi, je vais aérer ici. Toc. Si je vous montre là, vous voyez les pistes ou pas? Ah, c'est trop loin là. Vous voyez les skieurs là? Non, je pense pas là. C'est trop loin là. Voilà. On est... Donc comme vous le voyez, on n'est pas au bord de la mer. On est à la montagne. Ah, voilà. Petit plaisir, petit plaisir. Voilà. C'est presque plus beau qu'une une de journal, ça, non? Vous trouvez pas? Voilà. Vous avez vu les skieurs? Ah, trop cool. Beau fond vert. mais est-ce que tu crois que j'ai les capacités de gérer un fond vert? J'ai bien du mal à gérer mon téléphone. Hein, c'est vrai que la vue est incroyable. Vous avez de la pub? Comment ça se fait qu'il y ait de la pub? Sans arrêt, il n'y avait pas de pub avant.
Question technique, quand je stream là depuis 2 mois et demi, il y a toujours de la pub comme ça C'est quoi? C'est de la pub pendant le stream? Comment ça se passe? Ça m'intéresse vos retours là-dessus. Il y a de la pub pendant le stream? Toujours? Parfois, une pub au tout début, en arrivant, première fois pour moi, au lancement, mais pas toujours. En chargeant le stream, il peut y avoir de la pub. D'accord, ok. Ok, d'accord, ok. Donc c'est pas pendant, c'est au début. D'accord. Ou à chaque fois qu'on fait F5. D'accord. C'est rare sur ton stream. Ok. Une pub de 30 secondes. Au redémarrage. Bon, bah, comme on a craché, ça veut dire que vous en avez eu encore plus alors. Ok. Quand on rejoint le stream. Ok. 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 Merci pour l'info. Bon, les amis, on va voir la presse nationale maintenant. Je me rends compte que je suis de plus en plus bavard et du coup, je vous lis de moins en moins les journaux. Voici la une du Monde ce matin. L'exécutif cherche un plan pour vivre avec le Covid. C'est extrêmement intéressant. Alors que le pays fait face à des rebonds épidémiques locaux, dont on va parler longuement ce matin, Emmanuel Macron réfléchit à des mesures permettant de vivre avec le virus dans les mois à venir. Vivre avec le virus, on en est bien là. La propagation des variants pousse les États, ça n'est pas vrai qu'en France, explique Le Monde, à revoir leur stratégie sanitaire maintenant, tandis que les laboratoires cherchent à évaluer l'efficacité de leurs vaccins et à anticiper l'apparition de nouvelles mutations. Bon, ça, on va en reparler tout à l'heure. Magnifique ce que je viens de faire avec mon... Je ne sais même pas que je pouvais faire ça avec mon iPad, là, c'était incroyable ce mouvement. Mais avant de reparler de la crise sanitaire, on va aller en Turquie avec ce reportage passionnant de la correspondante en Turquie du journal Le Monde, qui s'appelle Marie Jego. 3 femmes sur la route d'Erdogan ou d'Erdogan, vous prononcez comme vous voulez. Il y a 10-15 ans, on disait Erdogan dans les médias français, maintenant on dit plutôt Erdogan. Voilà. Des opposantes, des femmes donc, qui défient le dirigeant islamo-conservateur tenant du modèle patriarcal. Article passionnant, je vous en lis quelques lignes. Fini l'époque où le président turc était la seule étoile au firmament de la politique turque. Depuis la déroute de son parti de la justice et du développement, c'est son nom, un parti islamo-conservateur, on va le rappeler, au municipal de 2019, eh bien, ses opposants ont repris du poil de la bête, écrit Le Monde ce matin. Ces femmes que vous voyez, Le Monde a choisi de brosser le portrait de ces 3 opposantes. Ces femmes à forte personnalité doivent jouer des coudes, il est vrai, pour se faire entendre dans cette nouvelle Turquie d'Erdogan, résolument figée dans un carcan patriarcal. En Turquie, les hommes dominent, reconnaît Canan Kaftancioğlu, 48 ans, qui est la représentante du Parti républicain du peuple. Si je ne dis pas de bêtises... C'est la deuxième. C'est celle que vous voyez avec les cheveux courts et les lunettes à droite, cette dame. Voilà. Que dit-elle? Elle dit qu'Erdogan et son entourage n'aiment pas les femmes émancipées. Le fait qu'une femme puisse avoir une ambition politique leur est insupportable. Il y a des pays comme ça. Féministe, passionnée de moto, pro-LGBT, cette médecin légiste de formation n'a rien, il est vrai, de la femme idéale selon les critères islamo-conservateurs. Tu m'étonnes. Pour commencer, elle a le rire facile. Or, les femmes ne devraient pas rire en public. Waouh! Elle a le rire facile, or les femmes ne devraient pas rire en public, c'est une question de décence, avait déclaré jadis Bülent Arınç, qui est un ancien compagnon de route du chef de l'État. L'émancipation du sexe faible n'est apparemment pas au programme de l'islam politique en Turquie. La femme, c'est quoi une femme selon le président turc actuel? La femme est une mère avant tout, répète sans cesse Erdogan, qui invite les femmes à mettre au monde 3 enfants au moins, et qualifie d'incomplètes les femmes qui n'ont pas d'enfants. Waouh, ok. Sans compter ce jour où son parti est allé, ça je me souviens de ça, jusqu'à présenter à l'Assemblée, écoutez bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, un projet de loi prévoyant une amnistie pour les violeurs à condition qu'ils épousent leurs victimes. Ils ont proposé ce texte, quoi. Finalement, ils l'ont retiré face au tollé général. Et puis, un dernier extrait de cet article, qui est beaucoup plus long que ce que je vous en lis. N'hésitez pas à aller lire Le Monde. Les femmes turques ont beau avoir obtenu le droit de vote en 1934, donc bien avant les Françaises. Leur voix aujourd'hui est à peine audible, invisible sur le marché du travail. Le deuxième sexe est quantité négligeable au gouvernement avec 2 ministres femmes sur 16 et à peine plus visible au Parlement avec 17% de députés. Souhaitons que cela change. Sympa la Turquie en ce moment, m'écrit Bullet Bull, je ne saurais dire mieux. Voilà. Et puis, voilà. Mais c'est la Turquie qui a été dans son histoire marquée par des régimes très différents. Le rêve
comment s'appelait le père de la Turquie moderne, Atatürk, qui était un petit peu différent de la Turquie d'aujourd'hui, Kemal Atatürk. Bon, on revient en France avec le président Macron qui veut penser le Covid sur le temps long, hein, c'est la une qu'on va développer rapidement avec cet article. Ici, le président cherche à redonner un cap à la fin de son quinquennat, lui qui est obligé de gérer l'urgence, donc il n'est plus du tout dans la fixation de cap, c'est du jour le jour. Alors il se demande comment faire, et selon Le Monde, eh bien, il se dit peut-être qu'il va falloir cohabiter avec le virus. Emmanuel Macron veut penser à l'après. Lors d'un conseil de défense sanitaire, c'était mercredi, le président a demandé à ses troupes d'imaginer les outils qui permettraient aux Français de vivre quasi normalement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans le mois et les années à venir, quand bien même le coronavirus rôderait toujours. La lassitude de la population est telle que des mesures qui apparaissaient hier comme... C'est ça qui est intéressant, écoutez bien. La lassitude de la population est telle que des mesures qui apparaissaient hier comme choquantes ou liberticides pouvaient devenir acceptables, estime-t-on, au sommet de l'État. Il en est ainsi de l'utilisation de données personnelles permettant de tracer les citoyens et de remonter les éventuelles filières de contamination, mais aussi du passeport vaccinal que les Français brandiraient pour pouvoir traverser les frontières, mais aussi pourquoi pas fréquenter des salles de sport, pourquoi pas aller au musée, pourquoi pas aller au cinéma, pourquoi pas aller au restaurant. Des mesures qui, il y a quelque temps, provoquaient des levées de boucliers, hein, le suivi numérique des personnes, le passeport vaccinal, eh bien, au sein de l'exécutif, on est en train de se demander si finalement la lassitude des Français face à cette vie bouleversée ne va pas... Quelqu'un me dit méthode à la Corée du Sud. Exactement, Betty Blues, bien vu, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais un petit peu plus loin dans l'article. Hop, j'y vais. Si nous sommes partis pour 3 ans avec le virus, notre approche de l'épidémie doit changer, tranche un ministre qui prend pour modèle certains pays asiatiques comme la Corée du Sud. Un pays où le contrôle social et les règles imposent un cadre coercitif bien plus fort qu'en France. Les gens ont envie d'être protégés. C'est d'ailleurs l'une des explications de la montée du vote populiste, estime un sociologue qui s'appelle Jean Viard, soutien d'Emmanuel Macron, de quoi alimenter le débat en vue de l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que à la faveur de la crise sanitaire, eh bien, on ne va pas devoir lâcher du lest, je vous résume ça à mort, mais c'est ça en fait, hein, sur les libertés individuelles, voilà, pour pouvoir reprendre un semblant de vie comme avant. C'est tout le débat là, il ne fait que commencer, mais au niveau de l'exécutif, on a bien compris que ça allait se jouer sur ces questions. C'est vachement intéressant. Bon, le Parisien revient sur l'actualité la plus proche de nous, hein, sur les annonces. Les annonces hier de Jean Castex, 20 départements désormais sous surveillance, puisque dans ces départements, eh bien, l'épidémie flambe de nouveau, comme le titre Le Parisien. De nouvelles mesures pourraient entrer en vigueur le 6 mars, d'accord, ok, donc dans une dizaine de jours. 20 départements, je crois qu'on a une carte quelque part, je regarde, ouais, on la retrouve ici, hein. Voilà, la liste que je voulais vous donner, elle est là en haut à droite. 20 départements sous surveillance, j'aime bien être précis sur l'info. Donc quels sont ces départements? On y va, vous les avez en rouge sur cette carte de France. Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Essonne, Eure-et-Loire, Hauts-de-Seine, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Paris est un département, rappelons-le, hein, Pas-de-Calais, Rhône, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Val d'Oise, Val-de-Marne, Var, Yvelines, ça fait bien 20. Voilà, vous avez les 20 départements ici. Donc sous surveillance, et maintenant on attend éventuellement des mesures renforcées comme par exemple le couvre-feu le week-end qui a été mis en place à Nice ou à Dunkerque. Mais il peut y avoir d'autres mesures. Donc ça c'est à lire dans le Parisien. Et le gouvernement nous dit ça va être l'objet d'une discussion, d'un échange, d'une négociation avec les élus locaux. Et Anne Hidalgo, par la voix de son premier adjoint Emmanuel Grégoire, eh bien, a fait une proposition, un confinement comme le premier, hein, a priori, ferme, de 3 semaines à Paris. Voilà. Il regrette, Emmanuel Grégoire, l'adjoint dont je parlais, les demi-mesures prises par le gouvernement. Il dit, ne faut-il pas faire un peu plus d'efforts pour ensuite retrouver de l'oxygène et une vie plus normale, plutôt que de rester dans ces mesures de semi-portée, qui sont extrêmement contraignantes sans être efficaces. Voilà. Donc Paris, en tout cas, la municipalité, l'équipe d'Anne Hidalgo souhaite un confinement, pas un week-end, mais un vrai confinement de 3 semaines, pour repartir sur des bases saines, avec fermeture des écoles ou non,
L'équipe d'Anne Hidalgo ne répond pas à cette question, mais dit que toutes les options sont sur la table. Du côté de la majorité, on critique cette proposition. Je ne comprends pas le mouvement de panique d'Emmanuel Grégoire, regrette Sylvain Maillard, qui est député de La République En Marche de Paris. Le confinement ne doit être que l'ultime recours. Il y a une batterie de mesures possibles avant cela. C'est un petit peu la philosophie du gouvernement sur cette question. Allez, on va changer un petit peu les idées quand même. On parle beaucoup de Covid ce matin. Vous allez me dire, on parle beaucoup de Covid depuis 1 an. C'est pas faux. Parlons un petit peu de ce jeune homme. Enfin, de ce jeune homme. Quel âge il a, Keanu Reeves, d'ailleurs? Tiens, on va aller voir. Quel âge il a, Keanu Reeves? Keanu Reeves, il a quel âge? Toc. Je dirais à la louche, pas loin des 50 ans, non? Quel âge il a? 45, me dit quelqu'un. 56 ans. 56 ans, le beau gosse. 56 ans, il a 56 ans. Il a 56 ans. Waouh! Eh ben, beau gosse quand même, on est d'accord. On n'aime pas l'acteur, mais waouh! 56 ans. 56 ans, vous vous rendez compte? C'est fou. Voilà. C'est fou. Bon, pourquoi on nous parle de Keanu Reeves dans Le Parisien magazine, le supplément un petit peu week-end là, qui est disponible aujourd'hui, qui est vendu avec Le Quotidien? Parce que c'est un acteur à part. J'avais lu des tweets là-dessus, puis je m'étais jamais intéressé vraiment à la question. Et là, on a un petit dossier sur Keanu Reeves ou l'art de rester, regardez comme il est joli ce titre, de rester humain à Hollywood. Voilà. Là, on a des photos, par exemple. En 2001, il était plus jeune, un voyageur joue les paparazzis pour filmer Keanu Reeves. D'abord qu'il voyage dans le métro. Waouh! Star de Hollywood dans le métro, alors qu'il vient de céder sa place à une passagère. Je pense que vous avez déjà peut-être vu cette image. Cette photo prise en 2010 à droite, là. Mais quel beau gosse! Mais regardez comme il est beau, quoi. Quand même, la classe. Montre la star mangeant un sandwich sur un banc public qui a fait le tour du monde, qui fut baptisé cette photo Sad Keanu, triste Keanu Reeves. Voilà. L'art de rester humain à Hollywood, donc. Et Le Parisien nous explique que l'acteur qui est multimillionnaire par ailleurs, qui pourrait un petit peu se la raconter, canadien, rappelle Le Parisien, cumule les superproductions, subjugue les médias, les réseaux sociaux et se mêle sans crainte aux inconnus. Il a une vie normale quasiment, un mode de vie simple que cet artiste attachant adopte avec beaucoup d'élégance, écrit Le Parisien. Voilà. Keanu Reeves. Keanu ne fait pas de pub, ou presque. Keanu ne fait pas la une des magazines, ou presque. Il n'est sur aucun réseau social, en tout cas pas directement. Et malgré cela, l'ex-jeune premier de la fin des années 80 reste tout en haut de l'affiche. Donc en plus, il a une santé artistique insolente, tout va bien pour lui. Il n'est pas du tout sur le côté. Voilà. Et Le Parisien Oh, j'ai un voisin qui fait du bruit là, qui est en train de creuser la neige, sans doute, je ne sais pas ce qui se passe. De rappeler que télé et radio ont repris pas mal de ses interviews ces dernières années, interviews caractérisées par sa sagesse simple, pas forcément naïve. Exemple, en mai 2019, par exemple, quelqu'un lui demande, dans l'émission The Late Show, la célèbre émission, que se passe-t-il après la mort? Et il répond: je sais que l'on manque à beaucoup de ceux qui nous aiment, tout simplement. Voilà. Que se passe-t-il après la mort? Lui, il dit: je sais que l'on manque à ceux qui nous aiment. La vidéo devient virale. Les commentateurs s'empressent de l'ajouter à la longue liste des petites phrases et bonnes actions de celui que certains fans décrivent comme l'être humain le plus humain de la planète. Voilà. Ah oui, il a une marque de moto. Oui, je vois. Alors, je continue l'article. Ce Keanu est gentil, très gentil. L'épreuve, dans une vidéo filmée par un passager, bon, c'est l'histoire du métro que j'évoquais, il est dans le métro, puis il laisse sa place. Mais c'est pas tout. Sur le réseau social Reddit, il y a une page qui lui est consacrée qui fourmille d'anecdotes postées par des anonymes ayant croisé son chemin, comme celle d'une jeune fille qui se retrouve en panne au bord de l'autoroute. Il essaye de... Où est-ce qu'il est mon article? Oh, Samuel! Désolé, je fais n'importe quoi avec mes doigts. Où es-tu, Keanu Reeves? Oh, Samuel. Ici. Voilà. Et donc, il s'arrête, il essaie de redémarrer la voiture de la jeune fille, et finalement, il lui propose de la ramener dans sa Porsche, à 60 km de là, sans jamais lui faire d'avance. J'adore parce que Le Parisien dit: waouh, il lui a même pas fait d'avance, quoi. Donc, ça devrait être un comportement normal, mais peut-être qu'avec les stars d'Hollywood, ça ne l'est pas. Donc, des petites anecdotes comme ça, sans oublier les 80 millions de dollars qu'il aurait prélevés sur son cachet pour les donner à l'équipe de maquillage et d'effets spéciaux de Matrix. La classe quand même, voilà. Alors l'acteur écrit désormais de la poésie.
Il en publie même, il peut parler pendant des heures de la qualité d'un vélin de papier. Il construit des motos, quelqu'un en parlait dans le chat également. Une marque Arch qui produit des bolides magnifiques. Et puis côté cœur, regardez cette image, cette photo. Eh bien, Keanu Reeves vit depuis des années avec Alexandra Grant, une femme qui déroute la presse people. Non seulement cette artiste de 47 ans qui mène sa propre carrière se moque des tapis rouges, mais en plus elle assume son âge, elle refuse la chirurgie esthétique, elle refuse des colorations pour couvrir ses cheveux blancs, une parfaite partenaire pour un homme atypique, malgré le succès et la célébrité qui a su se faire une place à part à Hollywood. La classe, non. Je comprends un peu mieux maintenant tous les commentaires que je lis parfois sur Keanu Reeves, notamment sur Twitter, sur Internet, pour dire que le mec est exceptionnel. C'est vrai que ce qu'on en lit là, c'est plutôt sympa, voilà. Ok. J'espère que c'est lui l'invité surprise à venir. C'est vrai que le dimanche 7 mars, invité surprise. Invité surprise sur la chaîne Twitch d'un certain Samuel Etienne, mon premier invité, un petit peu exceptionnel quand même comme invité. Ça n'est... Je ne crois pas que ce soit Keanu Reeves. Je ne crois pas que ce soit Keanu Reeves. À suivre. Je vous en dirai plus 1 ou 2 jours avant. Voilà, j'ai promis à la personne de le lancer qu'au dernier moment. Entre-temps, j'espère que je ne streamerai pas avec mon téléphone portable quand même, hein, pour avoir une qualité minimale quand même. Quand je pense qu'on est passé en Edge tout à l'heure, que ça nous a fait cracher. Mais l'alu, quoi. Alors, non, c'est pas Roger Federer. C'est pas Étoile. C'est pas Julien Lepers. C'est pas Ponce. C'est pas Delahousse. C'est pas McFly et Carlito, c'est non, c'est pas PPDA, non. C'est pas François Bayrou, c'est pas Omar Sy, c'est pas Teddy Riner, c'est pas Gaël Monfils. Je vous en dis pas plus. On continue parce qu'il est déjà 10h37 et à 10h55, je vous abandonne. On ira faire un petit raid vers un autre streamer. Je vous abandonne parce qu'à 11h, j'ai un échange, un Skype pour parler de travail avec des amis de France Télévisions parce qu'on vous prépare quelque chose de sympa. Je ne vous en dis pas plus. Bon, le Figaro qui fait du Figaro. Le Figaro qui fait du Figaro. Le Figaro, c'est un journal que j'aime beaucoup parce qu'il est super riche. Et on trouve des articles passionnants dedans. Ils ont des pages culture vraiment réussies, des pages éco qui sont géniales. Que sais-je encore. C'est vraiment un journal intéressant. Après, sur la ligne éditoriale, je vois que le mot dogme interpelle certains dans le titre. Là. Sur la ligne éditoriale, c'est un journal conservateur. Bon, et qui ne se cache pas de l'être. Hein. Vous lisez l'édito. Chaque matin là en bas là, que vous voyez là, qui signé Yves Tréhard ce matin, bon, c'est souvent des prises de position plutôt conservatrices, notamment sur les questions sociétales. Bon là c'est vraiment du très Figaro. Le Figaro n'est pas aussi souvent Figaro que ce matin, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on y va. Théorie du genre, décolonialisme, racialisme, oh là là, tous les mots qui divisent en ce moment. Ces nouveaux dogmes qui veulent s'imposer en France. Alors le Figaro n'y va vraiment pas avec le dos de la cuillère. Une génération militante de gauche remet en question les repères de la société occidentale. Ce mouvement prétend défendre les minorités contre toutes les oppressions. Bon, vous avez compris que le Figaro n'a que peu d'estime pour tous ces mouvements. C'est parti. La querelle sur l'islamo-gauchisme qui fait rage en France depuis les déclarations de la ministre de l'Enseignement supérieur n'est que la face émergée d'un combat beaucoup plus vaste. Celui est porté par des responsables politiques, des universitaires, des intellectuels, d'une mouvance néo-gauchiste. Néo-gauchiste, pour le Figaro, c'est pas un super compliment. Hein, qui tente de pénétrer tous les secteurs de la société. Voilà, ça c'est on est en mode complot. Là. Attention, il faut que je mette ma musique qui fait peur là, parce que là c'est vraiment, on est en mode complot là. Attention, je vous la refais avec la bonne musique. Elle est où la phrase? D'une mouvance néo-gauchiste qui tente de pénétrer tous les secteurs de la société. Non, c'était pas... Je me suis couré de musique. Prêt? Qui tente de pénétrer tous les secteurs de la société. C'est bon, vous avez peur? Parce que c'est un petit peu ça quand même. Hein. Donc, cette mouvance néo-gauchiste conteste les repères traditionnels de la civilisation occidentale, la race, le genre, la religion, l'identité sont ces totems pour signer la revanche des minorités contre la domination du mâle blanc. Toutes les occasions sont bonnes pour dénoncer les multiples oppressions du système et se poser en victime. Bon, alors, si vous n'êtes pas un petit peu d'humeur conservatrice, cet édito d'Yves Tréhard
ici va un petit peu vous énerver. Hein. Je vous préviens quand même, petit avertissement, ça va fâcher certains d'entre vous. Peut-être que ça va plaire à d'autres d'ailleurs. Hein. On y va. L'ère des sectaires. Wokisme, islamo-gauchisme, décolonialisme, que de formules obscures pour des intentions qui le sont beaucoup moins. Ceux qui les portent en étendard, écrit Yves Tréhard ce matin, ont de claires ambitions. Ils veulent réécrire l'histoire, gommer les mâles du genre humain. Fini les garçons. Effacer la différence des sexes, crier leur haine du monde occidental. L'heure est à la revanche sur l'ordre judéo-chrétien. Marx est mort, mais ses avatars rôdent, avides d'installer une nouvelle idéologie tout aussi ravageuse. Discriminés de tous les pays, unissez-vous, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Yves Tréhard. Pour abattre l'homme blanc, Paul, je fais aussi les bruitages, au cœur rassis et au casier familial suspect, il a du sang sur les mains. Du passé, il faut faire table rase et faire feu, encore Paul, sur les résistants qui dénoncent la prise en otage des esprits. Celui qui dit la vérité doit être exécuté. Il est immédiatement qualifié de fasciste, de raciste, d'ennemi des masses opprimées. Maintenant, celui-là doit payer sa dette. Ça continue, hein, c'est pas terminé. C'est Yves Tréhard dans le Figaro ce matin. Tel est le visage de ce nouveau militantisme qui se propage en Europe et en France. Ces thèses irriguent de plus en plus les milieux politiques, syndicaux, universitaires, intellectuels, sportifs. Elles ont pris d'assaut les réseaux sociaux qu'elles polluent de leur détestation. Importée des États-Unis dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, cette vague ne recule devant aucune outrance pour s'imposer. Et ça se conclut ainsi. Donc le Figaro ce matin, qui est très très Figaro, émettre une critique, c'est permettre à ses tenants de se poser en victime. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, vient d'exprimer son inquiétude face à la montée de l'islamo-gauchisme dans les facs. Aussitôt, les mandarins de l'enseignement supérieur ont exigé la démission de la traître. Ainsi, ça finit en feu d'artifice, hein. Ainsi sont-ils ces apôtres de l'antiracisme, de la diversité, de la défense des minorités, ces activistes aux pratiques totalitaires, c'est l'ère des sectaires. Voilà. Bon, il faut. Moi, j'aime lire toute la presse. Je ne suis pas forcément d'accord avec l'analyse, mais c'est bien. Voilà, d'avoir une presse diverse qui donne son avis. Bon, là, Yves Tréhard, que je connais d'ailleurs, hein, qui est très sympa dans la vie, avec qui j'ai plaisir à débattre quand je le reçois en plateau. Il va franchement, c'est sa grille de lecture. Bon, voilà, on l'a partagé ensemble. Après, on peut trouver des choses intéressantes dedans ou pas. C'est vous qui voyez. Ça, c'est super intéressant. Je passe, pas du coq à l'âne, mais du Figaro à Libération. Profession détecteur de détresse. C'était des tout petites choses. Mais vraiment, ça montre qu'il y a quand même de l'espoir à placer dans l'humain, je trouve. Je vous explique. Profession détecteur de détresse. Ils sont policiers, c'est la une de Libération. Ils sont policiers ou agents SNCF et se sont fait une spécialité de quoi ? De repérer les sans-abri qui se fondent dans le décor animé des gares parisiennes pour leur venir en aide. Libération les a accompagnés dans leur patient travail de profilage. C'est passionnant. Regardez. Combattant, c'est le titre de l'édito de Dov Alphon. D'un édito à l'autre, d'Yves Tréhard à Dov Alphon, du Figaro à Libération. C'est pas tout à fait la même grille de lecture. On y va. De Georges Simenon à Virginie Despentes, on a souvent... Hop, je monte un petit peu le son parce que je fatigue, alors je parle moins fort. On a souvent raconté cette descente en spirale vers la précarité. On en connaît les étapes comme on connaît la progression fataliste des tragédies grecques. La perte de logement, la déambulation sans fin dans les rues, sur les berges, dans les halls de gare, jusqu'à ce que la fatigue prenne le dessus. Et puis c'est la disparition des effets personnels, les mauvaises rencontres. Et voici le vol des papiers d'identité. Et généralement le signe que tout est fini et qu'il ne reste plus qu'à sombrer. Alors que le maillage social, aujourd'hui, est déchiré par l'épidémie, par pans entiers, eh bien nos journalistes, écrit Dov Alphon, ont découvert de nouveaux combattants contre la précarité. Exemple donné par ces médiateurs de gare parisienne dont le métier consiste à repérer les signes avant-coureurs, invisibles pour les voyageurs qui se pressent autour, mais rapidement décelés par ces équipes iconoclastes de policiers en civil et agentes de la SNCF, un regard trop fuyant, des mains très abîmées, des chaussures trop utilisées. Ça, c'est mon rendez-vous dans 15 minutes qu'on me rappelle, c'est pour ça que ça sonne. Voilà. Donc j'ai un petit... Donc dans 15 minutes, dans 10 minutes je vous quitte puisqu'il faut que je prépare ce rendez-vous pour une belle surprise à France Télévisions. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc repérer ces signes un petit peu. Ces nouveaux héros du champ social essayent d'aider ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas, ceux qui perdent les mots
les volontés, les pas, comme les avait déjà décrits Victor Hugo. C'est un très bel article. Non, oui, tout le monde dit, j'ai cru que c'était chez moi. Non, c'est mon Outlook à moi, c'est mon rendez-vous. Et certains ont eu un rappel de rendez-vous au même moment. Ça veut dire rendez-vous à 11h. Comme ça, moi, j'oublie pas. Voilà. Voilà. Alors je vous lis un petit peu cet article. Une femme qui faisait semblant d'attendre un train, un papy qui passe le balai autour de lui. Badia, Manu et Odile, policiers en civil, agents SNCF, guettent les signes qui trahissent une précarité dissimulée. Ils redoutent l'issue de la crise sanitaire. Badia et Manu, la quarantaine, sont policiers en civil, membres de la brigade en réseau ferré. Odile Girardière, fraîche quinca, est agente SNCF. Ils sont respectivement arrivés il y a 8, 3 et 4 ans à ces postes méconnus pour cerner les contours de la pauvreté et agir au plus vite. Le raisonnement est limpide. En fait, c'est ça qui est important. Le raisonnement est limpide. Plus on passe de temps à la rue, plus c'est dur de s'en sortir. Il y a toujours quelques indices pour profiler, à raccorder les uns aux autres quand la misère n'est pas flagrante. Quel est l'état des chaussures? Quel est l'état des semelles? Est-ce qu'il y a des sacs pleins de vêtements par exemple, qui racontent quelque chose? Qu'est-ce qu'on boit dans la gourde là? Qu'est-ce qu'on est en train de boire dans la gourde? Le reste est une affaire d'habitude, d'empathie, de postulat à garder en tête. L'être humain a honte de demander de l'aide. C'est un travail de fourmi pour retisser des liens, pour orienter vers la bonne association, pour le bon organisme, pour tenter d'amener la personne à retrouver une vie tout simplement. Hors de la rue, on scrute aussi, on regarde les visages à la fermeture de la gare à 1h du matin. Quand on voit les mêmes visages revenir à 4h30, notamment des femmes seules, il n'y a plus de doute possible. C'est un travail de fourmi et parfois des succès, que je vais évoquer dans un instant. Voilà. Et il y a un des membres de ces brigades qui rappelle comment on glisse, comment on tombe. Au début, ils tiennent au mental, ceux qui viennent de perdre un emploi, par exemple, ou qui ont connu des accidents de la vie, comme on le dit pudiquement. Certains conservent même leur travail les premiers temps, mais ça ne tient jamais. La bascule, souvent, vient quand ils se font voler leurs papiers. Les addictions dévorent vite. Ensuite, l'alcool, le shit, puis le crack, ça va très vite. Et puis parfois, il y a de belles histoires qui viennent récompenser ce travail de fourmi. Par exemple, ce jeune couple tombé dans le crack, tous deux opérés à cœur ouvert, le crack leur a attaqué les valves. Un matin, j'ai trouvé Mathieu inerte dans la gare, les yeux dans le vide. Il n'était pas défoncé comme d'habitude. Et donc, Odile, qui est membre de cette brigade, a appelé les secours, qui rechignent à prendre le jeune homme en charge. Elle insiste, elle menace. Mathieu est sauvé in extremis. Il décroche tout seul de la drogue. Elle ira lui rendre visite à l'hôpital, se retrouvera à discuter avec sa mère au téléphone. Sabrina, sa compagne, est en sevrage aujourd'hui. Le collage entre Mathieu et sa famille tient pour le moment. Le couple travaille pour le sous-traitant d'un fabricant de frites. Il vit dans un studio dans l'Oise qui est desservi par la gare du Nord. Voilà. Des efforts au quotidien de ces gens, je trouve ça très très beau. Et puis c'est parfois vain, c'est très compliqué de sortir les gens de la rue. Et puis parfois ça marche, voilà, comme avec ce jeune couple qui était tombé dans le crack. Voilà. Bon, je voulais partager cet article avec vous parce que je trouvais qu'il y avait matière à espérer un petit peu dans l'humanité. Je regarde l'heure, 48, ça va. Ça, c'est super aussi, c'est dans Libération. Faites-vous plaisir si vous avez un petit peu de temps ce matin, achetez Libé parce qu'il y a des choses sympas dedans, comme cet hommage à Philippe Jacotet que je ne connaissais pas, ce poète et traducteur suisse qui est mort, c'était mercredi à 95 ans. Philippe Jacotet, c'est la dernière nuit, titre Libération, et je découvre du coup moi l'œuvre de cet écrivain, je ne sais pas si vous le connaissez. Ces dizaines de recueils écrits ce matin Libé sont marqués par la contemplation de la nature ou empreints de la mélancolie ressentie lors de la perte de proche. Salut Samuel, c'est la première fois que je me réveille assez tôt pour te voir. Bienvenue dans le monde des réveillés. Merci pour les F en hommage. Voilà. Alors, lisons un petit peu, découvrons cet auteur que je ne connaissais pas, qui disait ceci notamment. C'est vachement beau ce qu'il écrit. Il a un regard très particulier sur la nature, sur la beauté de la nature et sur le mystère de la beauté de la nature. J'ai toujours eu dans l'esprit, sans bien m'en rendre compte, une sorte de balance. Sur un plateau, il y avait la douleur, la mort. Sur l'autre, la beauté de la vie. Le premier portait toujours sur lui un poids beaucoup plus lourd, le second presque rien d'impondérable, mais il m'arrivait de croire que l'impondérable put l'emporter par moments. Il l'a écrit à travers un verger en 1975. Je poursuis. Libération écrit « La littérature de Jacotet est particulièrement marquée par une attention au phénomène de la nature. Devant un nuage, devant un verger, un chemin de terre ou un seul cerisier au détour d'une promenade, eh bien Jacotet décrit le sentiment d'une apparition, d'une suspension de la subjectivité du temps et du reste du monde. Il écrivait par exemple « Pour moi, qui décidément ne comprend pas grand-chose au monde, j'en viens à me demander si la chose la plus belle, ressentie
ressenti instinctivement comme tel, n'est pas la chose la plus proche du secret de ce monde, la traduction la plus fidèle du message qu'on croirait parfois lancé dans l'air jusqu'à nous. Dans Cahiers de verdure, il l'a dit ça. Alors il était justement passionné par la nature, par ce qu'elle pouvait nous apprendre, du secret de notre monde. Et puis l'actualité, par contre, pas du tout. Sur la marche du monde, en revanche, l'homme reste extrêmement discret, écrit Libé. Que l'effacement soit ma façon de resplendir, écrivait-il. Fidèle à cette maxime, il se plaçait volontiers en marge du bruit de l'actualité. Dans les carnets réunis en 2013 dans Taches de soleil ou d'ombre, il écrit « Je ne voudrais être rien d'autre qu'un homme qui arrose son jardin et qui, attentif à ses travaux simples, laisse pénétrer en lui ce monde qu'il n'habitera pas longtemps. » C'est beau, non? Voilà, j'ai découvert cet auteur, Philippe Jacotet, grâce à Libération, et je m'en félicite. Allez, 51, qu'est-ce qu'il nous reste? À regarder, puisqu'il nous reste 4 minutes. Oh là là, j'ai encore pris du retard. La Croix, oh là là, je ne vais pas tout vous lire. Ça va, il reste La Croix, très important, et la polémique sur le 15 de France. La Croix, c'est nouveau et c'est bien. Égalité des sexes, la prise de conscience des entreprises. La Croix, elle nous explique que les entreprises de plus de 50 salariés ont jusqu'à lundi, pour publier leur index d'égalité professionnelle entre hommes et femmes. De quoi s'agit-il? Est-ce que ça va marcher? Hop, index d'égalité professionnelle entre femmes et hommes. Donc ça, il y a une date limite qui est donc lundi, pour que les entreprises de plus de 50 salariés fassent ce calcul. Le calcul de cette note sur 100 permet une prise de conscience des inégalités entre les sexes dans les entreprises. Voilà. Alors comment se calcule cet index? Regardez, c'est en bas à gauche, repère. L'index d'égalité professionnelle est une note sur 100 calculée à partir de 4 indicateurs. L'écart de rémunération entre hommes et femmes dans l'entreprise, l'écart du taux d'augmentation individuelle entre hommes et femmes, les augmentations, à qui vont-elles? 3. Le pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité, intéressant. 4. Nombre de salariés du sexe sous-représentés parmi les 10 plus hautes rémunérations d'entreprise. Et les gros salaires, hommes ou femmes? Voilà. Quelqu'un me dit, on est loin de la Turquie d'Erdogan. Yes. Non, mais carrément, je vais... Attends. Ça... Excellent. Bien vu. Qu'est-ce que ça peut provoquer, cet index? Le but de l'index est de permettre aux dirigeants de mettre le doigt sur des situations dont ils n'auraient pas forcément conscience. Il n'y a d'ailleurs pas de sanction pour les entreprises ayant un mauvais index, seulement quand même, l'obligation en cas de note inférieure à 75 sur 100 de mettre en œuvre des mesures correctrices pour remédier dans un délai de 3 ans, il y a quand même un truc qui est prévu, aux disparités entre les femmes et les hommes. Seule l'absence d'engagement sur ces mesures déclenche des pénalités. Donc c'est pas un truc très coercitif, mais c'est un truc. Voilà. Et on progresse, et j'espère que ça va faire bouger les mentalités. Je me dépêche. La France s'achemine vers un baby crack, c'est toujours La Croix, et c'est ce constat que pendant cette crise sanitaire, les Français et les Françaises font moins d'enfants. Oui, moins d'enfants. On aurait pu penser qu'en se retrouvant un petit peu à la maison, à passer plus de temps ensemble, on allait faire des bébés. Non, pas du tout, c'est l'inverse qui se produit, sans doute parce que l'avenir nous inquiète. Voilà, c'est ce que commencent à expliquer certains sociologue. Voilà. Oh, c'est mignon, El Patou. Samuel, le jour où tu auras parlé de tout ce que tu avais prévu, ça voudra dire que tu ne vas pas bien. La discussion, c'est le cœur de Twitch, comme tu le sais. Mais oui, donc c'est bien que je sois en retard. Voilà. Pourtant, il y a beaucoup de bébés en ce moment. Non. Il y a peut-être beaucoup de bébés autour de toi, mon ami, mais les chiffres sont là. On fait carrément pas beaucoup de bébés en ce moment. Et ça pose des questions. Parce que quand vous avez un... Comment ils appellent ça? Ça a un nom. Un baby crack, quoi. Pour simplifier, du coup, ça crée un petit trou dans la courbe de natalité et ça constitue un casse-tête pour l'ouverture de places de crèche ou de fermeture de classe. Tu comprends? Parce que, on a un trou, donc les prévisions de crèche, de classe, tout ça, donc à un moment, on va fermer des crèches, des classes, et hop, ça va repartir derrière. Voilà, c'est ça qui va être compliqué à gérer. C'est pour ça que ça pose des problèmes. Hop, on continue. Oh, il me reste 1 minute. Bon, tant pis pour Bruno Frappa. Allons vite sur cette polémique autour du 15 de France. Donc l'équipe rappelle les faits, il n'y aura pas de France-Écosse. Le match du tournoi Destination va être reporté parce qu'il y a plein de cas de Covid-19 au sein de l'équipe. L'équipe est au sein de l'équipe du 15 de France. Et l'équipe, le journal, lui est super sobre là-dessus. Voilà. Bon, bas les masques, oui, c'est un énorme couac.
Désolé, il n'y aura pas de match. Hein. Sorry, no game. Je pense que c'est une adresse à destination de nos amis écossais qui, eux, avaient très envie de jouer, mais ils y vont assez softement, l'équipe. Voilà. À un moment, ils disent Fabien Galtier peut-il être sanctionné? Comme nous le révélions dans nos colonnes mercredi, le sélectionneur Fabien Galtier a lui-même percé la bulle sanitaire. Cela fait-il pour autant de lui l'un des responsables des cas positifs en cascade? Cela reste à prouver. L'équipe super prudente, hein, le journal, sur cette histoire, le Parisien, pas du tout. Ah, regardez, alors là, le Parisien, il va franchement et se désespère de cette histoire. Les Bleus plongent dans le chaos. La prolifération non maîtrisée du Covid au sein du 15 de France a conduit au report du match et gangrène carrément une équipe à qui tout semblait promis. Je vais essayer d'être rapide puisque j'ai déjà dépassé mon temps. Je vais directement aller sur le passage de... Bon, voilà. Bon, en fait, l'équipe dit que ça a tout cassé, quoi. La dynamique, la victoire contre l'Italie, la victoire contre l'Irlande. Alors le match, il est reporté, bien sûr, mais les conséquences de cette histoire qui peut sembler anecdotique, elles sont en fait désolantes. Car cette histoire risque de laisser des traces, voire d'anéantir le projet derrière lequel l'ensemble du rugby français s'était rangé, remporter enfin la Coupe du Monde en 2023 dans l'Hexagone. L'état des lieux aujourd'hui est déplorable. Que voit-on? Un sélectionneur qui se serait affranchi des règles strictes validées par son gouvernement, condition sine qua non au feu vert donné par à la compétition. Des joueurs se sentent dupés par leur chef. Je ne vous lis pas l'intégralité de ce papier qui est passionnant, c'est page 16 dans le Parisien, mais en gros, eh bien, des joueurs sous couvert d'anonymat disent qu'ils se sentent trahis par un sélectionneur qui a manqué de rigueur et qui a violé le couvre-feu sanitaire, qui est allé choper le Covid et qui l'a ramené en leur sein. Enfin, je vous résume l'article, mais la polémique, elle est là. Et puis on a Vincent Moscato, ancien joueur, qui dit notamment « c'est une histoire de confiance le rugby, c'est une histoire de frères ». Et là, il y a un des frères qui a merdé. Hop, je vous ai résumé ça en une phrase. Désolé d'avoir un petit peu accéléré sur la fin. Et un grand merci d'avoir été avec nous ce matin, je suis désolé, notamment pour ce crash tout à l'heure puisque je stream avec mon téléphone depuis la montagne, ce stream en 4G, et là, à un moment, on a streamé en Edge. Alors, OBS a vu rouge, le logiciel, et tout a craché. Heureusement, on a réussi à retomber sur nos pattes, mais du coup, il y a pas mal de gens qui nous ont abandonnés, mais vous êtes encore un petit peu plus de 8800. Voilà, donc désolé pour ce stream un petit peu agité. Maintenant, je vais vous dire au revoir, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle fin de semaine. Soyez heureux, surtout, l'actualité c'est bien, mais l'important c'est vous d'être heureux, de trouver votre équilibre, et puis de rendre heureux les gens que vous aimez autour de vous. Le reste, c'est bilvesé, pacotille et baliver. N'hésitez pas à suivre cette chaîne sur Twitch, Samuel Etienne, comme ça quand je stream, vous serez au courant. Je vous rassure, dans quelques jours, je suis de retour à Paris, donc on va retrouver une qualité technique de stream beaucoup plus sympa. Il y aura moins de crash, je l'espère. Par contre, on n'aura plus la montagne. Est-ce qu'on va la voir? Je m'écarte pour que la caméra fasse son job. Petite caméra, fais ton travail. Montre-nous la montagne, s'il te plaît. Tu veux pas? Elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas. Tout à l'heure, ça marchait quand on faisait ça. Si je fais ça, tchac, tchac, elle veut pas. Oh, désolé, j'aurais essayé. Donc, on va faire un petit raid maintenant. Ah oui, n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter aussi, parce que c'est là que j'annonce quand je stream, quand, quel jour, quelle heure aussi. Et puis, sur Spotify, vous tapez la matinée Étienne aussi, tenez, je vous mets l'adresse. Hop, et vous avez le podcast audio de la matinée Étienne. Tac, il est là, tac, ici. Maintenant, on va faire un petit raid. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais donc vous inviter à découvrir le travail d'un autre streamer, d'un streamer qui a moins de viewers pour que vous puissiez découvrir son travail. Voilà. Alors, je vois plein de propositions. Alors, je vais vous mettre un petit écran d'attente. Ça dure 2-3 minutes parce qu'il faut que je trouve quelqu'un. D'accord. Je vais couper le son déjà, mais il est coupé. Soyez patient, 2-3 minutes. Et puis, je vous envoie découvrir le travail de quelqu'un. Et c'est toujours très intéressant. Prenez bien soin de vous, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Et à très vite. Et n'oubliez pas, soyez heureux.
Salut. Gros bisous à Samuel. Merci beaucoup pour le raid, Samuel. C'est adorable. J'ai vu déjà il y a quelques jours qu'il y avait eu un raid chez Ebibi. Merci beaucoup de faire découvrir des chaînes artistiques.